Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo Balobi, c'est le micro du pasteur Bobo, très suivi partout à travers le monde, avec votre émission que vous émettons aujourd'hui avec Justine Poyoka Savobo. On a une émission, on a invité des personnes, on a invité dans le plateau, on aura 3 femmes et 3 hommes en face de Justine Poyoka Savobo. Ces personnes pourront poser n'importe quelle question. On a aussi des questions de partout qui viennent. On nous a téléphoné, on nous a envoyé des questions. Et nous sommes là, votre meilleure émission, on dit, votre meilleure émission de la diaspora congolaise selon les Quinois. Nous sommes là et suivez-moi dans notre plateau. C'est le micro du pasteur Bobo. Nous sommes avec Madame Justine Poyoka Savobo et nous allons parler de la République démocratique du Congo. Est-ce que Kabila va partir? C'est comment l'après Kabila? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'opposition est en mesure de chasser Kabila avant le 19 décembre? Selon la Constitution, ici on dit respect de la Constitution. Nous sommes là et suivez-nous. C'est le micro du pasteur Bobo. 2 mandats, ça suffit, comme disent les Congolais. Merci. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est votre émission plébiscitée par les Quinois, meilleure émission de la diaspora, meilleure émission politique, je précise, de la diaspora, car de plus en plus à Kinshasa, on nous suit partout à travers le Congo, même à Lubumbashi. Nous sommes aujourd'hui encore avec Madame Justine Poyoka Savobo, que vous aimez tant, nous sommes avec elle. Mais aujourd'hui, encore une fois de plus, je ne serai pas seul, car de plus en plus, des gens posent des questions viennent de partout à travers le monde concernant notre pays, la République démocratique du Congo, qui traverse un temps vraiment difficile. Avec moi, je crois, on aura André Mabiala. André Mabiala sera avec nous. Il est, on dit, belgicain. On a M. Bertin Congolo. On aura Brigitte Edouana, Jean Omolombe. On aura Ruth, et puis notre sœur Bena Caps. Donc, nous sommes avec Madame Justine Poyoka Savobo qui a accepté à répondre aux questions. Il y a d'autres questions qu'on nous a envoyées pour Justine Poyoka Savobo de partout. Des questions viennent de partout à travers le monde. Bonjour Madame Justine Poyoka Savobo. Bonjour Pasteur Bobo, bonjour à tous. Comment vous portez? Mais oui, nous sommes bien en phase par rapport à cette actualité. Et donc, nous sommes tout à fait disposés à répondre à vos questions, mais surtout à tenter, un tant soit peu, d'éclairer l'opinion, parce que j'ai quand même l'impression aujourd'hui que la confusion règne en maître. La confusion règne en maître. L'accord, il y a un accord sur la table. Accord Kodjo que vous appelez complicateur. Il y a un accord politique qui est sur la table où Kabila va rester au pouvoir selon cet accord et que l'opposition prend la primature. Votre réaction par rapport à cela? Tout cela se passe après qu'il y ait eu des événements du 19-20 septembre 2016 où il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés, beaucoup de disparitions. Mais vous savez, encore une fois, nous avons la démonstration qu'on se moque du peuple congolais, parce qu'il n'y a pas si longtemps, nous étions tous en train de parler de l'exigence de respecter la Constitution. Et jusqu'à preuve du contraire, la Constitution n'a pas indiqué que nous devons aller dans un dialogue. Alors, effectivement, moi, j'ai qualifié M. Dem Kodjo de complicateur, parce que d'abord, je ne vois pas l'utilité de son rôle. Et puis, bon, il est venu sans connaître toutes les réalités de notre pays. Alors, je ne sais pas quel est vraiment le capital de confiance qu'il peut générer au sein de la classe politique congolaise, puisque nous savons bien que l'exemple que lui a pu expérimenter, c'est quand même l'exemple de négociation avec un dictateur, Eyadema, dans son propre pays, le Togo. Et donc aujourd'hui, dire que l'opposition va avoir la primature, mais est-ce qu'il a fallu qu'il y ait tant de morts pour qu'on puisse aujourd'hui se réunir et
décidé d'un dialogue, mais lorsque nous avions la Constitution qui nous permettait d'arriver aux échéances avec le minimum de paix et en tous les cas une garantie de sécurité, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait? Donc ça montre bien que de part et d'autre, ceux qui veulent aller à cette consultation, eh bien, il y a des trahisons de part et d'autre. Donc moi, j'aimerais quand même qu'on puisse saisir le fait que nous nous battons pour un Congo indépendant, nous nous battons pour que le capital de notre souveraineté nationale que nous avons vraiment gagné au 30 juin 60 soit préservé. Or, tout ce manège nous éloigne de ces exigences-là. Alors, j'aimerais bien savoir, franchement, combien de temps les Congolais vont encore se laisser berner par tout ce carrousel. Le massacre de Lubumbashi, jusqu'à aujourd'hui, officiellement, on parle des morts, mais ça a compliqué le régime Mobutu. La Belgique et l'Occident, c'était vraiment très dur pour Mobutu à cause de cet événement tragique. Mais le 19 et le 20 septembre 2016, c'était pire que Lubumbashi. Mais apparemment, au niveau de la communauté internationale que vous fustigez toujours, on ne voit rien. Madame Jussipo Kassaboubou, vous étiez diplomate, on vous connaît, vous avez travaillé dans la diplomatie, vous connaissez très bien ces milieux-là. Quand on fait le parallélisme entre le régime Mobutu et aujourd'hui, c'est Kabila est réellement lâché. Bon, écoutez, Kabila est réellement lâché, mais il faut savoir quand même que du temps de Mobutu, lorsque nous avons eu justement ce qu'on a appelé le massacre de Lubumbashi, nous étions à la fin d'un monde, c'est-à-dire un monde qui était dominé par la confrontation entre l'Est et l'Ouest. Et donc, avec la chute du mur de Berlin en 1989, eh bien, l'ordre mondial a privilégié la nécessité que dans nos pays, il puisse y avoir des processus de démocratisation, puisque le monde occidental avait considéré à ce moment-là que la sécurité du monde libre passerait désormais par plus de démocratie dans nos pays et plus de respect des droits de l'homme aussi. Alors, lorsque vous évoquez le massacre de Lubumbashi, mais il faut là situer aussi le contexte particulier de notre pays par rapport au porte-parole, en quelque sorte, au sein de cette communauté internationale qu'est la Belgique, ou qu'était la Belgique encore à ce moment-là. Alors, quelle est cette situation? C'est que la Belgique était en première ligne pour entretenir ce nouvel ordre mondial. Et à partir du moment où Mobutu n'a plus respecté les droits de l'homme, ça c'est quand même l'indice sur lequel on s'est basé pour que ce nouvel ordre mondial puisse entrer en vigueur, eh bien on a désormais conditionné l'aide au développement par rapport au progrès qu'on accomplirait en matière de respect des droits de l'homme. Et donc le massacre de Lubumbashi, c'était le déclencheur en quelque sorte de cette nouvelle politique, de cette nouvelle entrée en matière. Alors, quelle est la différence par rapport à aujourd'hui? Mais à ce moment-là, Mobutu avait affaire à une Belgique qui était en phase, en mutation vers des réformes institutionnelles fondamentales. La Belgique que nos parents avaient connue en 1960, c'était encore une Belgique unitaire. Et donc, nous avions affaire à la Belgique en tant que pays unitaire. Flamands et Wallons étaient confondus dans une même optique. Tandis qu'à partir de 1990, lorsque ces massacres de Lubumbashi ont lieu, eh bien, nous sommes dans une Belgique qui est en mutation et qui va vers des réformes qui vont aboutir à une séparation entre des entités fédérées. Vous aurez désormais des gouvernements flamands, gouvernements wallons, et puis vous allez aussi avoir un gouvernement bruxellois. Et je vous fais même observer que dans toute cette évolution, eh bien, il y a une hypocrisie que nous devons relever. Vous savez qu'en 1960, nos parents avaient revendiqué le fédéralisme. Souvenez-vous, c'était quand même le grand débat. Et qu'est-ce qu'on a vu? Il y a eu des pressions pour que la vision des lumumbistes, c'est-à-dire la vision unitariste, puisse prévaloir. Et donc, on a évité le fédéralisme en qualifiant justement les fédéralistes congolais de fous. Alors, vous voyez que cette petite Belgique qui qualifiait ainsi nos fédéralistes de la première heure, eh bien, ont souscrit eux-mêmes plus tard à un fédéralisme. Donc, eux, ils n'étaient pas fous d'entrer dans le fédéralisme. Mais quoi qu'il en soit,
ce nouveau découpage a fait en sorte que, évidemment, désormais, il y avait des pressions de plus en plus grandes pour qu'on lâche justement ce régime de néocolonialisme. Et je vous fais d'ailleurs observer que les premiers à entrer dans cette espèce d'offensive, c'était les Flamands et notamment ceux qui sont devenus aujourd'hui la NVA. C'était avant la Volksuni. Et la Volksuni, qui dans les années 90 avait quand même ici ou là des ministres dans le gouvernement belge, eh bien, eux commençaient à faire pression pour que, évidemment, l'aide au développement, puisque désormais conditionné par rapport au progrès en matière de droits de l'homme, et bien que l'excédent de cette aide au développement puisse aller dans des pays qui avaient beaucoup plus de fraternité et beaucoup plus de convivialité avec le monde flamand, notamment en Asie du Sud-Est. Et donc, aujourd'hui, on constate que nous avons affaire à une Belgique qui est fédérée. Et donc, vous avez des interférences qui jouent. Vous avez aussi de la concurrence qui joue entre les Flamands, entre les Wallons et entre les Bruxellois. Alors, le tout pour nous aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi ça va toujours mal dans notre pays. Est-ce que quand la Belgique plaide ou parle du Congo, est-ce qu'elle parle encore du Congo de la même manière qu'elle le faisait en 1960 ? Eh bien, moi, je pense que non. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des compétences internationales dans toutes les entités fédérées. Et il n'est pas rare de voir que lorsqu'il y a des délégations belges ou occidentales qui accompagnent les Belges dans notre pays, eh bien, vous avez les Wallons qui revendiquent quelque chose. Et puis, quand vous avez des Flamands, ce n'est pas toujours la même chose. Donc, cela veut bien dire qu'aujourd'hui, les intérêts d'État qui parlent au nom de la Belgique et au-delà de la Belgique pour la communauté internationale, eh bien, c'est une nouvelle donne que nous devrons maintenant décortiquer pour mieux comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a des millions de morts. Vous soulignez que la Belgique a une attitude beaucoup plus un peu timide, mais c'est justement parce que au sein de la communauté internationale, cette mondialisation qui frappe tous les pays aujourd'hui a apporté des éléments qui font que ici ou là, il y a des travers, il y a aussi des perversions, il y a aussi de la corruption. Et donc, ici et là, il y a ceux qui ont souscrit à la tentation et qui font que toutes les politiques ne défendent plus exactement la même chose et tout le monde, dans tous les cas, n'accorde plus la même importance à la vie d'un Congolais. Parce que vous voyez, chez nous, on a un génocide aussi. Et c'est le Rwanda qui est l'orchestrateur de tout cela avec l'Ouganda. Mais jusqu'ici, justement, vous le soulignez indirectement, eh bien, ce sont des pays qui sont soutenus, qui ont été soutenus et qui, en quelque sorte, sont plutôt les paravents de quelques brebis galeuses, dirions-nous, qui profitent justement du désordre dans notre pays pour mieux le piller. Avant de laisser la parole aux autres, aujourd'hui, on a avec nous 3 hommes et 3 femmes. Il y a d'autres qui arrivent, qui viennent de loin. Madame Justine, des gens viennent de très très loin pour pouvoir participer. Ils ont demandé à pouvoir participer à l'émission. D'autres viennent même de Paris, d'Allemagne, pour vous poser des questions. C'est extraordinaire, ça n'a jamais été comme ça dans la diaspora. Mais jour J, on dit dans moins de 100 jours, Kabila va partir. Concrètement, pourquoi pas au niveau de l'opposition, on voit une large coalition anti-Kabila dont vous allez faire partie avec les autres, les Tshisekedi, tous les autres, une large coalition anti-Kabila. Pourquoi pas? Mais oui, comme vous le dites si bien, pourquoi pas? Mais ce que moi j'aimerais souligner ici, c'est que en notre propre sein, c'est-à-dire au sein de la classe politique congolaise, il est tout à fait impérieux aujourd'hui de faire aussi le tri, de faire le distinguo. Parce que voyez-vous, la culture de l'impunité qui a élu domicile dans nos institutions depuis le règlement des rébellions en 1999 et en l'an 2000, à San City, Lusaka, rappelez-vous encore, eh bien, cette impunité a accrédité en quelque sorte de la désinvolture dans la qualification des hommes politiques et des femmes politiques. Et donc, à partir du moment où on peut être
avec Kabila, réprimer la population pendant des années, accepter cette politique, participer même à des empoisonnements contre d'autres compatriotes. Et puis, lorsqu'on apprend que Kabila doit maintenant déménager et qu'il doit quitter nos institutions à quelques mois, le quitter pour venir au sein de l'opposition, et que cette même opposition puisse accepter cela, eh bien, ça pose un sérieux problème. Donc, à partir du moment où vous dites que l'opposition devrait se rassembler, mais ça a toujours été notre prière. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Que des pressions de toutes sortes, la corruption sous toutes ses formes arrive toujours à dribbler quand même encore quelques bonnes volontés pour imposer des candidats qui en fait viennent simplement pour perpétuer le système que nous sommes en train de fustiger aujourd'hui, c'est-à-dire cette dictature qui a instauré la répression, mais de bout en bout, parce qu'il faut quand même qu'on dise que nous sommes en face d'un pouvoir qui a été installé par la violence, qui a gouverné avec la violence et qui veut se maintenir par la violence. Et ça, nous devons absolument y mettre fin. Mais y mettre fin, ça veut dire aussi que nous devons développer beaucoup de rigueur au sein de l'opposition. Il n'est pas question qu'on quitte Kabila et on vient dans les rangs de l'opposition sans faire un stage. Je vous cite un exemple social pour qu'on me comprenne bien. Nous sommes en Belgique aujourd'hui. Vous savez que pour bénéficier des soins de santé, lorsqu'on s'inscrit dans une assurance quelconque ou dans une mutuelle, eh bien, vous ne bénéficiez pas de ces gains ou de ces remboursements immédiatement. Il faut passer par une période de stage. Après la période de stage, alors vous pouvez devenir maintenant bénéficiaire des avantages sociaux. Eh bien, l'opposition, eh bien, on supprime les stages. On était dictateur avec le tout grand dictateur. On était dans la répression hier et on vient dans l'opposition et on veut même damer le pion aux vrais opposants, eh bien, comme si de rien n'était, sans faire une période de stage. Alors, quelle est la garantie à ce moment-là que nous ayons des assises dans ce capharnaüm sans qu'on puisse savoir si tel ou tel est vraiment motivé par la sauvegarde des intérêts du peuple congolais et que tel ou tel n'est pas motivé par la sauvegarde plutôt des intérêts des prédateurs. C'est là toute la question. Et donc, moi, je pense que la solution est très simple. Il faut que l'opposition, qui se reconnaît entre elles, puisse exercer cette rigueur et que nous acceptions dans nos rangs ceux qui sont vraiment de l'opposition et que ceux qui sont entre Kabila et l'opposition, eh bien, fassent leurs preuves de manière à ce que nous ne puissions plus berner l'opinion congolaise et que nous puissions sauver nos enfants. Parce que le régime de Kabila a été surtout un régime de massacre des populations congolaises. Alors il ne faudrait pas que des brebis galeuses viennent profiter de la crédibilité de l'opposition pour demain, une fois installé, eh bien, qu'on puisse perpétuer le même système. Ça, il n'en est pas question. C'est le micro du pasteur Bobo, on dit meilleure émission politique de la diaspora congolaise. Nous sommes avec Madame Justine Poyo Kassaboubou. Maintenant, on laisse la place aux autres. Posez toutes vos questions. Vous êtes en face de Madame Justine Poyo Kassaboubou. Ça peut être en lingala, en swahili, en chiluba, en congo, même en anglais. C'est possible. On vous laisse à qui la parole. André Mabiala. Merci. Moi, j'ai entendu ce que vous avez dit au départ. J'ai essayé de formuler une question. Vous avez parlé des nouvelles ordres mondiales et de la mondialisation. Mais la majorité des acteurs de cet ordre mondial et de cette mondialisation, ils sont unis dans une croyance. Alors, ma question, êtes-vous croyante en Dieu? Mais lorsque vous dites qu'ils sont unis dans une croyance, laquelle? Est-ce que vous pouvez préciser quelle croyance? Ça viendra après certaines questions. Êtes-vous comment croyante à Dieu? Mais écoutez, je crois quand même que nous sommes chrétiens. La majorité du peuple congolais est constituée quand même de chrétiens. Donc pour moi, cela va sans dire. Okay. Pensez-vous qu'aujourd'hui, pour diriger notre pays, il faille avoir de valeurs divines? Parce que nous constatons que ceux qui ont dirigé et qui dirigent encore actuellement notre pays sont dans diverses croyances, comme la franc-maçonnerie,
la Rose-Croix, etc. Ici, en Occident, en Amérique, on retrouve également les dirigeants politiques dans ces mêmes sciences. Fort est de constater que les uns se sont toujours battus pour le développement de leur pays, tandis que les dirigeants africains, notamment ceux de la RDC, notre pays, détruisent volontairement et systématiquement leur patrie. Quelle est votre analyse sur cette situation? Merci beaucoup. C'est une question délicate, une question difficile, mais nous allons quand même y répondre. Alors, je commencerai peut-être par vous citer un exemple très précis. Nous sommes ici en Belgique et vous aurez sans doute remarqué que depuis quelque temps, le gouvernement belge, c'est quand même un gouvernement constitué de laïcs, hein, surtout depuis qu'il y a eu des élections qui ont envoyé les socio-chrétiens dans l'opposition. Donc, ça montre aussi que nous sommes dans un pays où certaines réformes ont été réalisées parce qu'il fallait équilibrer un petit peu justement les composantes spirituelles et les composantes philosophiques qui règnent dans ce pays. Bon, ça, ce sont des décisions de souveraineté que nous constatons. Alors, lorsque maintenant vous me posez la question par rapport à nos pays, je vous citerai le constat qu'un ami belge m'avait fait il y a quelque temps. Il m'a dit, écoutez, Madame Justine, soyez quand même prudente parce que la franc-maçonnerie en Afrique, faites très attention, n'y entrez pas. Parce qu'en Afrique, on a mélangé la franc-maçonnerie avec la sorcellerie et des sacrifices humains. Et c'est un blanc qui me le dit. Donc, c'est pour vous dire que, par rapport à votre question, oui, en Occident, il y a un idéal humaniste, il y a un idéal de construire la société. Et il y a eu beaucoup de francs-maçons, nous l'avons vu, même ici en Belgique, qui se réunissent pour des questions d'ordre moral, des questions d'ordre éthique, pour le progrès de leur société. Alors, chez nous, en Afrique, effectivement, ils détruisent nos pays et ils se livrent à des sacrifices humains, comme je viens de le mentionner ici. Mais alors, qu'est-ce qu'on constate aussi? C'est que ces dirigeants qui se livrent à cette destruction systématique, est-ce que justement, ils ne sont pas motivés? Est-ce qu'ils ne sont pas mobilisés? Est-ce qu'ils ne sont pas manipulés pour arriver à cette situation-là? Parce que si vous prenez maintenant le débat sur le plan politique, eh bien, on demande à nos pays de pratiquer la démocratie. Et ce sont justement des dirigeants de ce genre-là qui ont du mal à s'adapter à la démocratie. Alors, est-ce que, en entrant justement dans ces obédiences, est-ce que certains parmi eux n'ont pas souscrit justement à maintenir l'Afrique en dépendance et dans le néocolonialisme? Donc, il faudrait voir quel est l'engagement que ces dirigeants prennent lorsqu'ils entrent en franc-maçonnerie ou qu'ils entrent en Rose-Croix, alors que dans nos propres pays, nos ancêtres nous avaient aussi légué des dispositions ou en tous les cas des pratiques qui nous permettent aussi d'avoir un échange avec la cosmogonie métaphysique et d'avoir aussi un lien très particulier avec Dieu, notamment, ou avec les forces de la nature. Voilà. Et donc, il faut s'interroger maintenant quel est le genre d'engagement que ces dirigeants prennent. Mais il est vrai qu'en Occident, on construit et en Afrique, on détruit. Donc, a priori, ce serait contre-indiqué d'entrer dans ces obédiences-là lorsqu'on veut construire l'Afrique. Voilà. Merci beaucoup, Nancy. Bazal Abisso, Balbon Abisso, on a continué à Lingala Mamoko. Avant la place, la question, monsieur, beaucoup de français ou Lingala Ndé, Bolungi, dans la langue Nyonso. Maman Moko a une question, la maman de Belgique. Le papa Bobo, on a un binoming, on a Justine, Tongo, Midi, Poko, on a un vidéo, on a Mingi. Mais question, on a Koufi Mingi, Batwa Bungi, Yabagi Batwa Bungi et Ben la Congo. On a événement 19-20 septembre la Congo. Babunga qui, jeune, Babunga qui. Selon ma vidéo, autant les réseaux sociaux. Tout le moment, Justine, on niveau politicien, Bossali Nini, pour la couper la porte, et la porte où il y a Kati, pour notre famille, bateau à Bungisi Banalabango, Bide Bossani, c'est comment, ceux qui osent l'aider là-dessus, question à Maman Mogo, il y a Belgique. Mais ko bungi sabana ndenge toza koyoka ndenge pe toza komona banzele ezali ebele
bana mususu baza ko bunga po na mboka na biso bana ya l'événement 1920 yangoko événement 1920 babungi ba mususu bakosuka kaka na ba fosse commune ba mususu pe ba bomi bango po balongola ba organe po to sito yoka pe ba masolo wana mingi trafic des êtres humains, trafic d'organes humains et zalipe. Yangwana toza kolinga mboka na biso tozongisa impunité. Tango mama wana za kotuna to salinini. Likambu nyonso ebandaka na kolamuka. Biso ba congolais to lala ki pongi mingi. Système oyo eza na kati ya mboka na biso. Système politique oyo eza kokamba biso yango nde mote fungoli banzele ebele pote ba mobulu wana nyonso to ekota. Esengeli biso ba congolais. To kanisa te ke bolamu na biso ekowuta nde na libanda. Biso bato libanda tozo sala makasi pote tozonga na mboka po pe to ningisa bato libanda bazako ya kokotisa kokoso na mboka na biso kasi eza kosenga biso moko ba congolais sikoyo tozala responsable pe tozala na courage ozana ndeko azako bebisa mboka telemela ye ezate po azana ndeko na yo azako pesa yo to ba $200 sanza po yangwana nde obikisa ye po yepe na kati ya mabe wana azako bebisa oyo biso nyonso tozako déplorer bana wana bazako kufa ba mususu bazako kende po na trafic d'organes nde yango penza muteza ko bebisa pe biso yango wana pe totalela makambo yango. Merci beaucoup Nancy Toyoki question maman question alors question de la présidence publique monsieur Jean Omolombe question parole. Merci beaucoup Pasteur Bobo. Bonjour maman. Bonjour. Maman, je vous pose cette question parce que nous sommes dans une réalité vraiment très compliquée. Il y a le dialogue qui a commencé avec la partie de majorité et de l'opposition. Entre guillemets, l'opposition. Le complicateur, il est là. Ils ont commencé le dialogue, il y en a encore qui est sur la table. Bon, demain nous allons attendre qu'ils ont signé cet accord. Et qu'est-ce que vous allez faire? Parce que la politique des chaises vides, ça se paye cash. Est-ce que vous allez continuer à prêcher dans les 2 heures ou bien vous allez changer de position pour intégrer donc, ces cas de l'opposition? Et puis, j'ai encore une sous-question. J'ai lu dans la presse comme le Congo est devenu une royauté. C'est-à-dire que Kabila ne cédera pas sa place, donc le pouvoir, à n'importe qui. Donc c'est devenu, Congo est devenu un royaume où il y a la succession, c'est-à-dire que si le père meurt, c'est c'est le fils qui va prendre le pouvoir. Est-ce que nous sommes arrivés à cette époque-là? Écoutez, le Congo n'est pas une dynastie, le Congo est une république. Nous nous sommes battus pour l'indépendance du Congo et donc cette souveraineté internationale nous a été reconnue et donc nous sommes un pays indépendant, uni, indivisible. Donc ce n'est pas une dynastie. Alors, Kabila est au pouvoir, mais il faut voir, il tient dans ce pouvoir grâce à qui? Mais il tient grâce aux Congolais. Mais qu'est-ce que nous faisons pour nous battre contre nos propres compatriotes qui sont en train de trahir le pays? Et qu'est-ce que nous faisons justement pour les dénoncer alors qu'ils sont là? Et donc je pense qu'aujourd'hui, Kabila en fait c'est infusible. Kabila n'est pas congolais. Et donc dès que les Congolais vont le quitter, hein, c'est-à-dire toutes ces béquilles, dès que nous allons les soustraire, Kabila va s'en aller. On aurait déjà dû le faire depuis très très longtemps. Mais pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait? Ça n'a pas été fait tout simplement parce que, justement, il y a des traîtres parmi nous. Et nous avons été totalement négligents par rapport à cet élément-là. Nous avons toujours soutenu, comment dirais-je, la dictature. Nous avons toujours soutenu la force de ce régime. Mais nous avons toujours été très très lents pour que la justice puisse passer. On a peur de mourir, mais alors que nous mourrons tous les jours de plusieurs manières. Et donc, moi, je dis que le Congo n'est pas une dynastie. Alors, ça permet aussi d'aborder l'autre aspect de cette question. Pourquoi est-ce que Kabila est arrivé au pouvoir? Mais à la faveur de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Et pourquoi est-ce qu'on a assassiné Laurent Désiré Kabila? Mais tout simplement parce qu'il dérangeait. Un peu comme Papa Patrice Emery Lumumba dérangeait en d'autres temps. Parce que, voyez-vous, Kabila est venu avec des alliés qu'il ne maîtrisait pas.
mais il a commencé à s'en affranchir lorsqu'il s'est autoproclamé. C'était peut-être la seule voie de salut à ce moment-là. Mais il faut savoir que le marxisme qu'il venait prôner a été très très mal perçu parce que c'était fait d'une manière un peu brutale et on ne savait pas très bien ce rebelle qui vient des maquis, qu'est-ce qu'il amène. Et donc les mêmes forces négatives qui ont œuvré pour les assassinats que nous avons connus dans les années 60, eh bien, se sont de nouveau réunis pour arriver au même résultat. Et donc Kabila est arrivé par la force. Et il s'est maintenu par la force parce qu'il était soutenu par une sorte de légitimité extérieure. Alors, il ne faut pas qu'on se voile la face. Moi, j'ai toujours prôné, comme nos parents d'ailleurs, que la collaboration puisse être loyale avec le monde extérieur et notamment avec la communauté internationale. Mais là où nous sommes vraiment en défaut, c'est que il n'est pas logique que nous puissions continuer à vivre de tels drames, tout simplement parce qu'il y a un groupe au sein de la communauté internationale qui, à un moment donné, manipule aussi tous les autres pour faire passer une carte politique qui puisse accréditer chez nous de tels énergumènes. Parce qu'un Kabila qui n'est pas instruit, qui a été élevé comme Kadogo, qui est venu en botte de caoutchouc et qui n'avait aucune notion de la science politique, qu'on puisse installer à la tête d'un pays aussi stratégique que le Congo un tel individu, à mon avis, mais c'est une criminalité qui dépasse même les criminels que nous voyons tous les jours tuer nos populations. Donc nous sommes ici au cœur aujourd'hui d'un problème d'éthique, d'un problème de moralité. Donc moi, je ne fustige personne, mais je dénonce les travers qui doivent être corrigés définitivement. Non, c'est la question là, sur avant ça, on a posé question, mais la question dans la seconde, même question qui ont foncé. Zoé Kabila à l'équipe de la Jeune Afrique à l'objet bagotique à pouvoir n'importe qui c'est un peu question de gens homonombe togotique à pouvoir dans n'importe qui c'est comme si il peut pas jouer dans si Zoé Kabila il peut à côté d'un député à autotonga la moindre on dirait il peut la ambition potentielle il y a un soit accueilli article là et côté monsieur Jeannette Kabila peut na député na parlement il peut moi moi si alors comme pas la basi bazam mingi la politique quoi Justine pour Kassavobo espace il n'est pas profité, il n'est pas gros tcha. Azoa, à cette candidature, donc, dans le niveau, il y a clan là-bas, on a clan Kabila, c'est comme si on peut s'amouter, dans la logique là-bas, Kabila soit accueilli, soit pressionné, qui m'a cassé, John Kerry, qui aux gens qui ont ça, soit accueilli, article la Zoé Kabila, ou article la Jeannette Kabila, Balikolandayo, et ça, mon tournant, Zoé, ça, à Bokiam, au Colben. Mais, Papa Pasteur Bobo. Oh, on a une chose à niveau biso ba congolais to kominango. Est-ce que classe politique oh balobi que bango baza sur le terrain? Est-ce que classe politique a sa responsabilité nae? Ndenge nini yo koki kondima que batu bauti soki pa wapito yebaki bangote. Ba yaka kaboye, ba s'imposer o a commis député ya Maniema, o a commis député ya soki likasi kuna soki wapi, bongo bazwa 99% de voix pendant que ba oyo ba botama na bamboka wana bazako pesa bango 1%. Wana ezako lakisa ke trahison et koti penza na classe politique mobimba. Papa Pasteur Bobo, po makamba boye kokai ko salama te. Kasi ngai nazako loba, esika corrompu azali, corrupteur azali. Corrupteur azali wapi azaka kana kati ya mboka na bisote corrupteur pe awuti libanda po mopaya kota na kati ya ndako il faut mutu ya libanda aya abanda ko manipuler ye abanda ko pesa ye maloba abanda pe ko futa ye ko corrompre ye pote andima oya kokai ko ndima te makambo na ego sala mate po tozape na constitution tozana mibeko tozape na ba libota parce que ce qui au moni logique wana ezala kapenza ko guider ba leader na biso liboso kasi dynastie liboso ezali dynastie ya Kasavubu puisque Kasavubu azalaki premier président de la République démocratiquement élu. Po nani na kotisaki makambo bana na ete na kati ya politique. Po politique ezali propriété privée. Politique ezali service à rendre à la nation. Ozali wana pona ko servir mboka, ozali wana pona ko tonga mboka. Ozali wana te pona ko kamata siko libota na yo oya ko sopa bango nyonso tu na kati ya politique. Soki ezalaka ndenge wana, bele ba leader na biso liboso basalaka yango. Or basalaki yango te, pamba te bazalaki ko bundela peuple congolais mobimba. Azala muta Équateur, azala muta Kivu, azala muta Katanga, muta Bakongo, bazalaki ko bundela biso nyonso. Kasi bozo ba oye koti wapi
po na baoyo bayaki koteka mboka tango Mobutu akei bakoti bango penza na kati ya mobulu wana baye ko futa batu yango wana pe bozomona siko balingi bazongisela biso je wana bozomona batu mingi ba homme politique ba changer ba position po ba futi bango mbongo po baya kondima o candidat Songolo candidat Pakala omoni o wana nyonso to eza ko lakisa nini eza ko lakisa ke totosité to tirer ba leçon ya histoire te donc biso pe toza kozala na minute wana coupable ya ba massacre wana potangu nzambe akataka makambo akokata kaka makambo te pona oyo mutakamati mbele atiango na nzoto muninga mais akokata pe makambo na oyo atindaki asala yango papa pasteur Bobo. Merci beaucoup Nancy Berthe Congolo, c'est mieux de poser question directement ou se présenter au Moko pour poser question. Oui, il n'y a pas une présentation, je suis congolais comme tout le monde. En fait, moi c'est Bertin Congolo, Mastaki normalement. Je m'intéresse plus à ce qui se passe dans mon pays, le Congo. Et quand je vois la position de nos hommes politiques, parfois ça me fait très très mal au cœur. C'est pourquoi je suis venu ici pour poser, je pense que c'est une chance de me retrouver avec Madame Justine Kassavubu. Ma question est la suivante. Aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a un accord au Congo. C'est un accord où je pense qu'il y a beaucoup de controverses, surtout pour vous les hommes politiques. Cet accord, il y a des préalables qu'ils ont déjà fixés. Il y a aussi des recommandations. Pour vous, qu'est-ce qui est? Parce que vous avez parlé de Kodjo comme complicateur. Ça veut dire qu'il est là pour compliquer les choses. Et c'est que l'accord qui va sortir, il va s'imposer à tout le monde. Pour vous, qu'est-ce qui est dans cet accord qui ne devrait pas être? Ou bien qu'est-ce qui est dans cet accord qu'eux n'avaient pas mis dans cet accord? Et bientôt, Kabila sera dans son dernier mandat. Qu'est-ce que vous proposez, vous, comme solution à ces problèmes? Parce qu'il y aura déjà un vide. Mais non, la constitution est claire, même si c'est une constitution auquel nous avons trouvé beaucoup de défauts. Mais la constitution est là. Et donc, à défaut de mieux, nous devons nous y tenir. La constitution est très claire. Lorsque le mandat arrive à échéance, eh bien, normalement, si on avait des élections, c'est le président élu qui succède au président sortant. Alors, mais nous avons aussi, en cas de vacances, en cas d'empêchement, etc., vous avez le Sénat qui offre l'alternance pour pouvoir permettre au pays d'organiser des élections en temps et en heure. Donc, nous avons un texte. Il suffit de s'appliquer par rapport à ce texte pour que nous puissions sortir notre pays de l'ornière. Alors, on nous parle d'un dialogue ici. Mais ce que vous ne soulignez pas, c'est que ce dialogue, il est nourri par ceux qui veulent que Kabila puisse élargir son glissement et que nous puissions déborder l'échéance de la fin de son deuxième mandat pour qu'il puisse de nouveau gouverner. Mais je vous dirais que quels sont les arguments, quels sont les mobiles qui gouvernent toutes ces manigances-là? Mais c'est parce que l'annexion dont notre pays est victime, donc l'occupation dont notre pays est l'objet, eh bien, c'est une occupation qui était programmée pour une vingtaine d'années. Lorsque les alliés de Laurent-Désiré Kabila l'ont accompagné pour faire tomber le régime de Mobutu, le double agenda des alliés, eh bien, c'était d'envahir notre pays, d'occuper notre pays, de réaliser leurs desseins dans les 20 ans. Et c'est la raison pour laquelle les prédateurs internationaux ont soutenu le Rwanda. Et pour que cette œuvre puisse perdurer, eh bien, le Rwanda devait faire office de bonne figure, donner la bonne impression qu'il gouverne, qu'il gère bien son pays pour qu'on le laisse tranquille. Mais en sous-main, il fallait que la déstabilisation du Congo puisse perdurer. Alors, à partir du moment où c'était cela, l'agenda caché, eh bien, vous avez ces manigances qui continuent, des dialogues, parce que le délai imparti de 20 ans n'est pas tout à fait accompli. Normalement, ce délai arrive à échéance dans 2 ans, pratiquement. Et vous aurez vu que dans les manœuvres de la CENI aussi, il y a eu ici ou là des voix pour dire que, voilà, il n'y aura pas d'élection avant 2017, et puis après, on a aussi entendu 2018. Mais tout cela est tenu par cet agenda caché qui devait permettre au Rwanda d'annexer notre pays. Parce que, voyez-vous, après la chute de Mobutu, on a considéré que bon, le Congo était manipulable à souhait. Il suffisait d'éliminer le sérieux candidat qui était M. Etienne Tshisekedi, ou en tous les cas de le neutraliser, pour arriver à cette fin.
Or, vous avez vu quand même que les éphémérides de notre pays n'ont pas complètement réalisé ce schéma-là. Et qu'il y a eu beaucoup d'impondérables qui sont entrés en ligne de compte pour faire en sorte que, eh bien, aujourd'hui, cet agenda n'a pas été accompli. Alors, tous ceux qui se livrent à ce manège, alors que nous avons une constitution autour de laquelle nous pouvons nous accorder, eh bien, ce sont des gens qui ont, à un moment donné, été corrompus pour souscrire à ce schéma diabolique de l'annexion de notre pays et des massacres qui devaient faciliter cette annexion à terme, voyez-vous. Alors, à partir de ce moment-là, se pose un problème de justice. Se pose aussi un problème de probité, se pose un problème d'équité. Alors, est-ce que nous allons continuer à promouvoir l'impunité ou bien nous devons aussi faire de la justice une priorité pour demain? Et je pense que un des outils fondamentaux qu'il va falloir vraiment mettre en place, eh bien, ce sera une justice indépendante parce qu'il va falloir apporter les réparations nécessaires aux populations qui souffrent et qui ont été privées de toutes sortes d'avantages et qui ont parfois aussi été privées des leurs parce que tués, parce que massacrés, etc. Il va falloir que la République demain puisse apporter les réparations nécessaires. Et pour cela, il faut que nous puissions nous préoccuper de restaurer une justice indépendante. Et donc, voilà, Kodjo, il n'est pas venu pour compliquer au sens où il a des cartes en main et que lui, il les manipule à sa guise. Il incarne la complication lui-même, de par son statut. Parce que je ne sais pas s'il a vraiment une carte de visite en matière de crédibilité de démocratie, j'en doute. Parce que l'exemple du Togo, ce n'est pas du tout un enseignement que nous pouvons tirer positivement pour notre pays. Donc, il lui-même incarne déjà la suspicion. Partout, toi, madame, je suppose, Kassavubu, partout vous allez, on pose des questions, partout vous allez, on participer à l'émission, pour y andimi, à la face, n'a pas congolais, on va se poser des questions. Congolais, aux États-Unis, à moi aussi, à lobby, à toutes les questions, à Bango, les États-Unis, Mikolo, Hillary Clinton, à Rob, ma président, à Batou, basé Belé, et Belé, Balbi, moi, si pas au Kamba Congo, je suis pour Kassavubu. Au Kamba Congo, Baza Simanayo, Abi Batu Bele Baza Simanayo, mais, Moutuna Liango, Alobi, Bemba avec l'armée, a gagné à décater. Tshisekedi Wamulumba avec la popularité naïe, a gagné à décater. Mais ce que je suis pour que ça vous, au cours la comment, osa l'armée, osa l'armée, osa la mendokité, au cours la comment, pour osa mbende wana, osa et bon, même si on a moyen, parce qu'on a la capacité, il y a mobilisation, aux hommes qui sont les mêmes moyens, il y a campagne d'évangélisation, il y a des campagnes présidentielles, aux la capacité, mais, aux pouvoir même. Il y a pouvoir, question qu'on s'est posée, il y a des collègues qui politique à chaise vite. Pourquoi pas, au côté de la place mobile. Papa Pasteur Bobo, tozo lukate pouvoir pour le pouvoir. Toza ko luka e bonga pona ko kamba mboka, pona ko réformer mboka, pona ko bongisa mboka na biso. Mbemba zwa kite, mais wana yo moko za ko zongisa na mesa ba interférence extérieure. Oza ko zongisa na mesa rôle ya Belgique. Oza ko zongisa na mesa ba corruption oye kotaki na kati na biso. Mbemba aganyaki mais akomaki te, mais akomaki te pona ni. Ye moko aza ko lobango azwaki ba influence bino nyonso boyebi awa ba nani na kati ya Belgique awa o bazalaki ko jouer penza rôle ya liboso pona ko lakisa ke bango nde mutu basimbi dossier ya Congo boyebi bango tokotanga bango ate me boyebi bango ba sali pression pa ya Mbemba ba futaki pe mbongo wana pe toyokaki andimaki je wana me bazalaki pe o bayebisaki ye kondimate mboka eza ya yo pression populaire yango nde mutu ko pesa yo penza ebonga ye abosani pression populaire nzoka nde yango muteleki ba mbongo oyo bakokaki ko pesa ye na tentation yango muteleki penza ba menace stérile oyo bakendeki kosala epai na ye il fallait alanda pression populaire oyo ezalaki kolandela ye oyo ezalaki kosimba ye abosanaki yango akoti na jeu wana me nzoka nde ezalaki pote bazwa penza moyen ya kobimisa ye ya kokimisa ye pote Kabila mutu bazalaki ko soutenir azwa ba coup de franche ndenge pe baye ko sala M. Tshisekedi na 2011 ba interférence extérieure wana
ya wana nga naza koloba biso classe politique toyeba na communauté internationale tozo tambola ndenge nini banani bazali bakambi na biso banani bazali koloba pona biso to biso moko tokozwa place na biso poto beta masolo ya mboka na biso ndenge nini po ti sikoyo soki totangi ancienne puissance coloniale ya mimonaka kaka en tout cas groupe moko kuna na kati bamimonaka kaka ke bango nde mutu bakoki kokamba makambo mboka na biso bakosaka pe communauté internationale mosusu na makambo ebele po te bandima bango po omoni règle moko ezali kokamba communauté internationale tant basi ici deuxième guerre mondiale bafandaki balobi me mabe oyo yeye kokomela biso na nazisme ya Hitler oyo tolingi susu ekoma te tokabola mokili na bazone d'influence wana balobi yo oza na morceau yo influence na yo Amérique latine yo influence na yo Afrika yo kuna influence na yo Asie kasi tokosala ndenge nini na kati ya ba zone wana toza na liberté ya kosala oyo tolingi kasi mutu na mutu ayebi ti place nini akoki kokende epai ya kosuka pote abebisela moninga te omoni batosaka mibeko wana kasi biso mwa mibeko moke toza nango mpona kokama mboka na biso totosaka yango te yango na ntango bango baza kotosa mibeko wana Belgique ayebi ke po etali po na oyo etali Congo yende mutu ti sikoyo baza koyoka soki abuki na ye lokuta bakondimela ye tant que biso pe na Congo toza kopesa maboko na ba corruption wana o toza kondima pourtant toza kondima corruption toza pe kopesa bato oyo balingi mboka na biso ekende liboso te tozo pesa bango makasi pote na lokuta wana na ba manipulation wana bango pe ba continuer po eya kobebela biso moni. Donc, l'isolo est en molai, mais esengeli biso classe politique, toyeba est-ce que toza ko bunda pona mboka, pona intérêt ya mboka na biso, ndenge ba papa na biso ba bundaki na 1960, ba banga ki mondele te, ba banga ki minduki te, ba banga ki force publique te, ba banga ki eloko moko te, ba zwaki bomoyi na biso. On nous suit partout à travers le monde, c'est le micro du pasteur Bobo, on dit 2016, ça chauffe, c'est politique, c'était prévisible, mais les choses, ça grave encore, plus vite encore. Je vois Brigitte, une question rapidement. Bonjour. Mais Congo est sous occupation. Et là, on a un message nini yo kopesa na peuple congolais. Pour n'attendre eza lokola moyibi a côté lion nanda. A côté ya okipenda kuna yo aninga contrôler babilo kuna yo. Sikoyo yo ko négocier na moyibi wana ou bien ko benga na ye. Message nini o yo kopesa peuple congolais siko na moment o pays na biso sous occupation. Toza a besoin de dialogue te. Nga na za patriote. Nga pona nga dialogue ezate. Parce que moyibi soka côté nga na ndako ni ko ba ke fona benga na ye. Donc à côté tozaki distrait, à côté avant mais to ko dialogue na bangote. Donc yo message no kopesa peuple congolais na moment oyo, na moment o que Congo tozo risquer to basculer na guerre. Guerre civile. Message ni yo kopesa peuple congolais à dialoguer to atelema. Et donc on va na yeba. Mama maloba ezali mingi te, peuple congolais atelema. Oyo biso pe toza kosala na maloba e bandaka pe kaka ndenge wana peuple congolais atelema. Biso ba homme politique oyo penza toza kobunda pona mboka toyebana pe to simbana pote to mema maloba oyo ekosikola mboka na biso za obona mama kotele makaka mama po omoni na janvier 2015 bana pe babimbaki na balabala esalaki pe ko bangisa omoni siko lisusu babomi bana na biso bana pe mingi babimi menga pe naza koyoka mingi na kati na bango balobi balingi lisusu makambo oyo eza kotia biso na buumbu te bana mingi baza koloba langage ba homme politique nde fallait baloba omoni eza kolakisa ke peuple a teli penza peuple penza asa lamuki peuple azali prêt donc batele makaka bakobangisa penza ba oyo bayaki lokola banguna babanga na bango minduki te po bakoboma pe ba congolais nyonso na mbala moko pete. Merci bien la question. Bonjour maman Justine. Bonjour. Question maman, en fait vous êtes femme politique, vous êtes en même temps mère, en même temps grand-mère, en même temps épouse. En fait, à part la politique, avec tout ce qui se passe avec les femmes violées, quelle est votre démarche personnelle que vous avez faite pour toutes ces femmes? Merci beaucoup. C'est une question très, très touchante et puis une question brûlante parce que là, vous touchez le cœur même de cette agression dont notre pays est victime depuis une quinzaine d'années.
Alors, ça pose aussi le problème non seulement de ces femmes qui sont violées, mais de la moralité aussi qui est véhiculée au sein de la classe politique, mais aussi au sein de la population congolaise. Alors, toutes ces femmes qui sont violées, mais c'est une technique de guerre, c'est une technique d'annexion, c'est une technique de violation systématique que le Rwanda et l'Ouganda ont mis en place. Parce que vous savez que dans tout ce programme étalé sur 20 ans que je viens de dénoncer ici, eh bien, il y avait d'abord l'occupation de notre pays par les rébellions. Et ils espéraient, nos agresseurs, que par les rébellions, ils arriveraient à conquérir les territoires qu'ils étaient en train de convoiter. Mais ils ont vu que les rébellions, eh bien, le peuple congolais résistait. Alors, pour aller beaucoup plus vite, on a commencé à systématiquement détruire la donne démographique, la donne anthropologique, sociologique de notre pays en massacrant les femmes. Pourquoi est-ce qu'on massacre beaucoup plus les femmes? C'est pour qu'on puisse diminuer la fécondité de ces femmes congolaises. Et en diminuant la fécondité, c'est donc le taux de la démographie de notre pays qu'on est en train d'éradiquer. Et alors, ça vous donne que dans 5 ans, dans 10 ans, vous n'avez plus une population à majorité congolaise, mais vous allez avoir plus peut-être des rejetons nés de viol, mais de parents rwandais ou ougandais. Et donc, à terme, vous inversez la courbe démographique pour obtenir une dominance de populations qui seront beaucoup plus rwandaises et ougandaises. Et donc, à ce moment-là, l'annexion devient un jeu d'enfant parce qu'il suffit de créer une petite revendication et alors vous démontrez que voilà, la population est majoritairement rwandaise, majoritairement ougandaise. C'est la raison pour laquelle nous pensons que cette soif de restaurer la justice indépendante dans notre pays, c'est un impératif parce qu'il va falloir apporter des réparations aux survivants. 10 millions de morts, c'est pratiquement 10% de la population congolaise. Alors, on ne peut pas laisser passer ça comme ça. Vous voyez que même ici, la Deuxième Guerre mondiale, qui avait quand même ciblé, c'est vrai, les Juifs, mais qui avait aussi tué par ailleurs, eh bien, il y a eu quand même un procès après. Il y a eu le procès de Nuremberg. Et nous avons même vu que des décennies après, on continue à poursuivre les auteurs de ces massacres. Alors, je pense que le langage aujourd'hui des hommes politiques, c'est de faire passer la nécessité, et on reconnaîtra d'ailleurs les vrais opposants à cela, qu'il va falloir que la justice puisse régler tous ces problèmes et que les auteurs des massacres ne resteront pas impunis. Donc je pense que c'est ça, madame. La réparation, c'est ça qui apporte la réconciliation et la paix des cœurs, mais par la justice. On ne doit pas nous dire, voilà, réconciliez-vous. Comme j'ai souvent entendu, on veut amener les hommes politiques à des dialogues parce que non, il faut se réconcilier, mais on ne se réconcilie pas tant qu'il n'y a pas une justice qui a rétabli à la fois les responsabilités, mais aussi défini les réparations. Et donc, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, parce que j'ai vu quand même que la barbarie a atteint des proportions absolument incroyables. On tue nos populations comme dans un abattoir, et c'est là aussi que nous devons vraiment nous ressaisir pour comprendre que c'est d'abord nous-mêmes qui devons nous lever pour dénoncer tout cela. Parce que vous avez bien constaté qu'ici, on n'est pas béni, par exemple, hein, mais on est beaucoup plus préoccupé par les droits de l'homme ou par les massacres ici, hein, en Occident, mais il n'y a pas vraiment une mobilisation suffisante pour nos pays. Donc, nous devrons créer cette mobilisation nous-mêmes. Alors, évidemment, il y a sur le plan médical, sur le plan social, un médecin célèbre, hein, maintenant, un de nos compatriotes, qu'on a qualifié, à mon avis, par erreur, parce que je n'aime pas cette appellation, l'homme qui répare des femmes, comme si la femme est devenue un outil, un objet qu'on répare comme on répare dans la mécanique. Donc c'est aussi une appellation qui doit nous interpeller. Nous devons aussi condamner cette appellation-là, parce que ce n'est pas un homme qui répare les femmes, parce qu'on ne s'occupe pas des solutions qui empêcheraient cette situation-là. Donc moi je me pose même la question si nous ne devons pas aujourd'hui aussi nous mobiliser sur toutes ces appellations qui arrivent toujours comme pour permettre à certaines interférences extérieures de se camoufler parce qu'on donne l'impression qu'on nous console en disant voilà, il y a quand même un réparateur qui est là, mais on ne nous démontre pas la volonté de ceux qui donnent des prix aux réparateurs, que eux, ils sont prêts aussi à mettre les moyens pour que ces massacres-là cessent. Vous avez dit tout au départ qu'il faut les stages.
Et ces stages, ça va se faire comment? Avec toutes les décisions qui sont prises, que vous êtes d'accord ou pas, je ne sais pas. Et les stages, vous allez aboutir au stage comment? Ma deuxième question est celle-ci. Comment atteindre tous ces Occidentaux, surtout les Belges? Nous sommes prêts, nous les Congolais, nous sommes prêts, nous sommes ici en Belgique. S'il y a moyen de demander même, je ne sais pas quoi, demander l'audience ou bien rendez-vous, pour qu'on nous comprenne au moins, parce qu'on peut trimballer dans la rue pour faire des marches, et après ça, il y a des morts, il y a des blessés, il y a toujours ça, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de chercher l'audience dans toute la présidence de ces Occidentaux qui nous malmènent, qui nous manipulent? Merci beaucoup pour votre question. Je retiens la manipulation que vous dénoncez et le fait que nous sommes malmenés. Mais vous touchez là justement des éléments qui entrent en ligne de compte par rapport aux difficultés que vous expérimentez par le fait que nous ne sommes pas entendus. Mais ça soulève une question fondamentale. Quels sont les intérêts qui tiennent cet Occident, ou en tout cas cette Belgique, ou une certaine Belgique, à ne pas entendre ou à ne pas suivre la voix du peuple congolais? Vous avez raison, normalement c'est notre ancienne puissance coloniale. Elle aurait dû chaque fois se trouver du côté du peuple congolais et non pas du côté par exemple du dictateur Mobutu hier et puis du dictateur Kabila aujourd'hui, parce que c'est quand même ce qui s'est passé. C'était le soutien hier à Mobutu et aujourd'hui le soutien à Kabila. Mais ça veut dire que les raisons qui ont poussé à ce soutien peuvent être expliquées par des intérêts. Alors, la Belgique d'aujourd'hui, c'est une Belgique fédérale, je l'ai dit il y a quelques instants. Ce n'est plus la Belgique d'autrefois. Alors, il faudrait voir maintenant si les intérêts qui justifient une frilosité de cette nature par rapport à nos préoccupations fondamentales, si ces intérêts sont vraiment des intérêts d'État, ou si ce ne sont pas des intérêts de groupe. Parce que si ce sont des intérêts de groupe, alors à ce moment-là, moi je crois que la seule solution aujourd'hui, c'est ce que exige la population congolaise, c'est-à-dire que nous puissions entrer justement dans les couloirs de la vérité. Autrement dit, aujourd'hui, nous avons plusieurs provinces, et je crois que dans chaque province, il y a des matières qui peuvent justifier des investissements ici ou là. Alors, pour que nous puissions passer cet écueil, et que vraiment la Belgique devienne l'allié du peuple congolais, on ne pourra pas faire l'économie de mettre quand même certaines choses au point, c'est-à-dire qu'on puisse définir quels sont ces intérêts que nous aurons à, comment dirais-je, à négocier d'État à État, de manière à ce qu'on puisse élaguer des intérêts qui ne sont pas des intérêts d'État à État. Parce que les positions officielles de la Belgique ou de la France ou de l'Allemagne, etc., ce sont des positions qui sont appuyées par des intérêts. Alors il faudrait maintenant qu'on aide aussi ces pays occidentaux. Peut-être que parmi ces pays, il y a des acteurs politiques qui ne maîtrisent pas toute la donne. Si je prends encore une fois l'exemple de la Belgique, moi je ne suis pas sûr qu'au sein de la NVA, qui sont entrés dans la gouvernance fédérale il n'y a pas si longtemps, qu'on puisse maîtriser vraiment la carte des intérêts qui ont été défendus au Congo depuis tant de décennies. Par contre, si je regarde un parti libéral ou que je regarde un parti, par exemple, social-chrétien, là, il y a un peu plus d'expertise qui peuvent nous prouver qu'il y a une certaine connaissance en la matière. Mais alors maintenant, est-ce que les intérêts qui sont présentés comme des intérêts d'État et qui nous assujettissent parce qu'on soutient un dictateur, est-ce que ce sont vraiment des intérêts d'État ou bien est-ce qu'il y a aussi un petit groupe qui s'amuse à gagner son pain parce qu'évidemment dans un pays en désordre on peut gagner son pain, on peut faire des affaires, le one shot, hein, on y va une fois, on gagne, on part et puis l'affaire est réglée. Donc je pense que ce que l'opposition aura peut-être à faire, c'est un exercice très simple, c'est qu'on puisse répertorier quels sont les intérêts que demain, en démocratie, nous allons défendre. On va vite comprendre que, tiens, ici, c'est légitime, nous allons négocier avec tel et tel et tel intervenant, et on va vite comprendre que, tiens, telle gesticulation, tel visiteur, etc., vient pour des affaires d'autre nature. Donc, je pense, madame, aujourd'hui, que c'est la vérité
qui va nous affranchir. Et c'est la vérité qui va nous consolider dans des relations normales et dans des relations qui entraînent une collaboration loyale, juste, telle que nous la souhaitons. Merci beaucoup, Lancy. Comme la souka posé émission, la mission, la souka mettre rapidement la question ensemble au Lango. Tu poser maman Justine, comme ça, il a clôturé l'émission dans 2-3 minutes. Tu clôturer ça, Sengo, partout, vous avez dit, les amis du pasteur Bobo, beaucoup participé de l'émission, même une fois par mois, sur Boulingui, vous avez une option mingi pour la maman Justine, pour que ça. Moi, à Londres, à l'objet, mon tour n'est en gros, à l'objet, même d'assez sur la psy, sur les âmes préméditées, la mère, même dans l'objet, moi, à la conférence, à l'objet, sur le tout ça, les référendums, tout le monde, la capitale, la Kinshasa, pour. Ils sont trop proches à Brazzaville, même côté sécurité, risque à lui, attaquer Bisso, surtout le capital, na Kinshasa, tout le monde, Moussika, Borolobanini, dès qu'on a dit que Kabila a tiré l'eau, Kinshasa et Dinga a été Apollo 2006, Apollo 2011, 2016, Kinoa, Téléméli, Grave, Emile Zembo, Yébila, Mandesili, et là on essaie d'arrêter, accompagner que Barolo la capitale. Question en Gona, ça vous avez la question beaucoup moins, tout plus que Big Yo, comme la question, mon Nambo. Bilon botte la question, il y a des bossons là, il y a à Londres. Botte ensemble comme ça, toi. Pose la question, à s'appuie à tout. Bon, Madame Kassaroubou, en vous suivant dans les réseaux sociaux, j'ai remarqué que vous exprimez beaucoup d'inquiétude à ce qui concerne le lien entre certaines pratiques politiques de nos agresseurs, notamment le Rwanda et l'Ouganda. À propos des élections américaines et le lien de Bill Clinton, pouvez-nous préciser votre analyse? Merci beaucoup. Oui, Madame Kassaoui, ma question est la suivante. Pour moi, quand je vois on parle chaque fois des Rwanda et de Burundi, je ne suis pas vraiment sûr que c'est le petit pays qui peut nous mettre mal à l'aise. Je suppose qu'il y a quelque chose que vous, les politiciens, qu'il faut mettre en place au niveau international pour peut-être apporter notre solution à ces problèmes-là. En fait, je voulais savoir est-ce que vous avez déjà pensé à ça et quelles sont vos stratégies pour que notre pays puisse aussi être attendu au niveau international. Maman Kassaroubou, nayebi koza ba projet politique na Congo et que nazo kanisa ba discours nous dans les temps à l'époque de Mobutu et puis ti na ba Laurent Désiré Kabila ozaki ko accuser une certaine classe politique, c'est-à-dire que quand il y avait un problème, c'était tout le temps les Mobutistes, les Mobutistes, les Mobutistes. Est-ce que tu ne penses pas que cette accusation-là aussi a fait que il y a eu division na Congo et diviser biso ba Congolais entre biso na biso. Les lots ozozonga lisusu na politique. Est-ce que en fait nazo le bango de façon que Mobutu n'a pas gouverné seul. Mobutu a gouverné avec toutes les régions du Congo. Mais dans l'époque, quand il tenait les propos politiques, il accusait toujours une certaine classe en oubliant que ce n'était pas... Bon, quand il disait les Mobutistes, il accusait une certaine des personnes ciblées, quoi. Et ce qui a fait que diviser, ça ne peut division, je pense que ça là qui peut division dans Boka. Si par rapport à la situation que nous vivons dans le Congo, est-ce qu'il ne faut pas avoir un discours pour rassembler le peuple de façon que les locaux makambo tozomona et la bisolobité. Oui, merci beaucoup, madame. Bon, ma question est la suivante. C'est bien de faire la politique de la non-violence. Mais c'est M. Tshisekedi a bâti son combat politique sur la non-violence dans notre pays. Mais il y a des moments où des réalités sont là, qu'il faut les voir en face de nous. Est-ce que cette politique-là, ça paye toujours, ou bien il faut adopter d'autres stratégies? Parce que quand vous envoyez la population dans les rues pour faire manifestation non-violence, il y a en face de nous la répression violente. Et vous allez toujours sacrifier cette population-là, aller dans la rue pour se faire massacrer. Et quelles sont donc les dispositions que vous pouvez prendre
pour changer cette politique-là? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une autre tactique? Parce qu'on ne fait pas l'omelette sans casser les œufs. Oui, merci Madame Justine. Ma question est celle-ci. Ce n'est pas une question, mais une sensibilisation. Parce que moi, je suis servante de Dieu. Pour moi, j'aimerais qu'on sensibilise aussi les Congolais à comprendre les soucis de notre pays. Nous avons trahi notre pays au travers de nos langages. Rapide. Au travers de nos langages, au travers de toutes sortes de moyens des hommes politiques, avec détournement de fonds, avec abus de pouvoir, comme nous le voyons aujourd'hui avec tout ce qui passe pour parler de n'importe quoi. Donc pour moi, c'est sensibiliser les Congolais à changer de langage. Ce n'est pas Tote Kamboka, ce n'est pas Yoko Bungisangote, ce n'est pas Boti Kamboka, on essaie pour là, Mutumoka Bungisangwa Zati. C'est ça que je veux. La mienne, j'aimerais juste rebondir sur les deux questions qu'on a posées sur la division et sur ce que maman a dit, que le langage qu'on a souvent de dire Kongola Koko Tongate Baloka Biso. Aujourd'hui, la Belgique, si elle a été construite, c'est parce qu'ils ont été tous unis. Ils ont été unis et ils ont reconstruit la Belgique. Pensez-vous vraiment que, avec toute la politique qu'il y a aujourd'hui à Kinshasa, la première des choses dont on a vraiment besoin pour notre pays, c'est pas d'abord l'unité. En tout groupe ou parti qu'il y a souvent des divisions dans notre pays. Est-ce que vous pensez vraiment, avec toutes ces stratégies politiques, les combattants, tout ce qu'il y a, est-ce que vraiment c'est ça qui va vraiment permettre à ce que le Congo soit libéré? Ou bien c'est d'abord, on a besoin d'abord de l'unité pour que notre pays puisse être libéré? D'abord, c'est que ça, en Suisse, pour Kabila Kende, il faut quoi? Pour Kabila Kende, le 19 décembre 2016, il faut quoi? Ok, merci. Bon, tout d'abord, la première question sur le déplacement de la capitale. Bon, je ne sais pas dans quel état d'esprit ou état d'âme M. Mende a dit cela. Bon, peut-être qu'il sent maintenant l'étau se resserrer autour de tous les kabylistes et qu'il se rende compte que peut-être traverser le fleuve ne suffira pas pour fuir le changement qui s'annonce. C'est peut-être tout simplement ce qu'il a voulu exprimer. Donc, à lui maintenant de chercher, il a eu le temps de rester au pouvoir assez longtemps. Je pense qu'ils savent par où ils peuvent fuir. Peut-être aussi qu'il sent qu'il n'aura peut-être pas facilement des visas ici ou là et qu'il commence à se poser la question. Et peut-être que, imaginez qu'on a une capitale dans la jungle de la cuvette centrale, peut-être ça facilitera à se cacher un peu plus longtemps. Je ne sais pas quel était son état d'esprit, mais je pense que finalement, c'est une question tout à fait hors sujet. Alors, par rapport à l'enjeu des élections américaines, bon, là, vous soulevez tout simplement une réalité que nous connaissons tous, à savoir que si interférence il y a, oui, nous savons bien que M. Paul Kagame a souvent dispatché des photos où on le voit en bonne compagnie avec M. Bill Clinton et il ne fait aucun doute que, évidemment, il a des espérances de ce côté-là, que le jeu peut de nouveau se perpétuer parce que, croit-il, il pourrait encore bénéficier d'alliances qui lui permettraient de parachever justement cette œuvre qui déstabilise totalement notre pays, de manière à ce qu'il puisse cette fois-ci vraiment consacrer l'annexion pure et simple de l'Est de la République. Mais je crois que là encore, le peuple congolais qui a tant résisté jusqu'ici a été toujours beaucoup plus fort, puisque toutes les stratégies finalement ont abouti à des échecs, malgré les massacres, malgré tout ce que nous pouvons déplorer jusqu'ici. Et donc, on verra bien. Alors, vous parlez de petits pays, le Rwanda, la diplomatie, mais il faut aussi savoir que ce qui compte souvent en diplomatie, c'est tout de même la capacité de réunir les informations suffisantes
par rapport à ses adversaires ou par rapport à ses partenaires. Donc un pays qui veut se défendre doit posséder un maximum d'informations pour savoir se défendre. Alors ici, en diplomatie, nous savons très bien que le Rwanda n'a pas simplement usé d'une diplomatie traditionnelle, conventionnelle, mais que les réseaux d'interférence ou d'influence du Rwanda ont aussi utilisé tout un réseau féminin. On massacre les femmes chez nous, mais lui, il utilise les femmes dans sa diplomatie pour mieux assujettir, par exemple, les hommes politiques de l'Occident. Et ça, nous le savons bien. Il suffit de voir d'ailleurs comment la balance parfois penche pour le Rwanda, mais quand vous grattez un peu derrière, vous voyez que parmi les défenseurs de telle ou telle position, eh bien, il y a quelqu'un qui a une maîtresse rwandaise. Donc ça, c'est un secret pour personne. Donc, à partir du moment où on dispose de toutes les informations, eh bien, il y a moyen à ce moment-là d'adapter aussi sa stratégie pour mieux défendre le pays. Mais ça veut dire aussi qu'il faut contrer ces stratégies-là par une politique et une vision aussi pour notre propre diplomatie. Et également promouvoir une campagne de sensibilisation pour que chaque Congolais sache que ce n'est pas l'étranger qui va défendre son pays. Nous en avons la preuve avec cette agression, cette infiltration, mais c'est par nous-mêmes d'abord que nous allons défendre notre pays. Alors il ne faut pas avoir peur de mourir parce que nous mourrons déjà à petit feu. Regardez le nombre de deuils qu'il y a dans notre communauté. Chaque jour, on pleure des morts. Et donc, il faut aujourd'hui au moins se dire qu'il vaut mieux mourir pour une bonne cause parce qu'on défend son pays et par là, on défend aussi l'avenir de nos enfants. Alors... La dernière question. Comment, parce qu'il faut normalement, moi je suppose qu'il faut passer dans le porte, là où les Rwandais sont passés pour renverser le... Mais ça veut dire justement qu'il faut qu'on puisse contrer à cela une stratégie, nous aussi, et avoir aussi des lobbies. Mais avoir un lobby, ça veut dire aussi que nous défendons la même vision, que nous sommes solidaires dans cette vision et que nous sommes surtout unis, comme vous le disiez, dans cette vision-là. Alors, si nous pouvons réunir ces éléments, évidemment, nous allons défendre notre pays. Mais là où on pêche toujours, c'est parce qu'on a eu une telle désinvolture à accepter tout et n'importe quoi et à accréditer tout et n'importe qui, de sorte que, évidemment, il y a toujours des brebis galeuses dans nos réunions et dans nos délégations qui font le travail contraire de l'intérêt du peuple congolais. Et donc, la vigilance va s'imposer, mais le civisme aussi. C'est pour ça que demain, le Congo devra réhabiliter également dans notre éducation le service du citoyen, les droits civiques. Ça devra vraiment figurer dans nos programmes scolaires, de manière à ce que le Congolais civil sache aussi comment défendre son pays et pas simplement le Congolais militaire qui, évidemment, lui aussi aura sa part de réforme. Alors, vous avez dit que nous avons beaucoup fustigé le mobutisme. Mais madame, je pense que vous le savez bien, nous avons vécu 32 années de mobutisme. Ce n'était pas tout simplement 32 années comme cela. C'était un parti qui s'est substitué aux citoyens. Qu'est-ce qu'on disait? Vous êtes né impair et vous restez impair. Et donc, c'était le parti-État qui régentait nos vies, qu'on le veuille ou pas. Et donc, c'est un système qui a incarné la réalité congolaise. Et donc, lorsque nous dénoncions les mobutistes, eh bien, tout le système qui a accrédité ce parti-État, il n'était pas appelé autrement que mobutiste, puisque, je vous dis, le slogan, c'était « on est tous impairs, on meurt impairs ». Et donc, tout le monde était mobutiste, en quelque sorte. Alors, il fallait dénoncer le moboutisme par tous ses travers et montrer par là justement que effectivement Mobutu n'était pas seul, mais qu'il a bénéficié justement de la complicité et de l'accompagnement de toute une classe politique congolaise qui a cru à un moment donné que les avantages matériels qu'accordait le mobutisme, eh bien que ça suffisait pour construire le pays. Mais on a vu que c'était de la poudre aux yeux pour mieux détruire le pays, parce qu'évidemment, Mobutu avait aussi des agendas. Ça, on doit le dire, parce que moi, j'entends aujourd'hui des gens dire, oui, mais Mobutu, au moins, avait réussi à réunir le pays. Mais à quel prix? À quel prix? Et moi, je suis bien placé aussi pour vous dire quelle est la panoplie des injustices que nous avons connues, ou que d'autres n'ont pas connues, mais des injustices qui ont existé dans notre pays et qui ont permis à Mobutu de perdurer. Parce que, évidemment, il y avait la complicité et le soutien international. Mais il y avait aussi la part d'adhésion interne qui a permis à Mobutu de faire ce qu'il a fait et de rester aussi longtemps au pouvoir. Et donc, à partir du moment où l'impunité a régné aussi en maître,
Sauf lorsqu'on était contre Mobutu. Rappelez-vous, les périodes dures du moboutisme et du parti-État, mais on tuait aussi. Hein. Peut-être que c'était moins spectaculaire, il n'y avait pas les réseaux Internet comme aujourd'hui, mais on tuait aussi. Hein. Je vous rappelle, Lubaya, Koudiakou-Banza, Moulele, tous ces gens-là, Biké Biremon, tous ces gens-là sont morts de manière atroce. Hein. On vous jette dans une fosse au lion, on vous bouffe comme ça, entier. Comme vraiment les animaux en pleine jungle. Ça aussi, c'est le moboutisme. Et donc, nous l'avons dénoncé. Et donc, ce n'était pas possible. En fait, ma question n'était pas ça. Ma question était... 2 minutes. 2 minutes, pasteur. Non, pas le temps. La question est que le langage où il y a des moboutistes, et ça, il y a quand même division. Nakati na mboka na biso lelo oyo ba makomingi oyo zo salima na Congo parce que pe ba langage na biso moko mutebomi biso. On n'a pas été responsable. Mais vous êtes en train de mettre le doigt là où il va falloir corriger. Mais le moboutisme, c'était divisé pour régner. En fait, Nangana Lobake naebi que oza na projet politique na Congo. Si ko toza na besoin il y a rassembleur, toza na besoin te que to banda ko pointer biso ba congolais toza la 1 parce que maintenant tozo bunda na mpaya. Ozo mona so to bandi ko loba des années na kati anda ko ennemi à côté lio au kolobake non ezali kolona yo to moi na tel boko bimisana no ennemi et puis bobandi ko bongisa makambo. Merci beaucoup. Madame, en tout cas c'est plus soit à lobby pour consulter. C'est dans ce sens là que je parle. Mais madame, je comprends bien votre part d'inquiétude, mais cela revient à dire tout simplement que quand tout à l'heure je disais qu'il faut une période de stage, mais je considère quand même que si on veut être responsable et rassembler toute la famille congolaise, on doit aussi rassurer tout le monde. Or, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas rassurés. Il y a beaucoup de gens qui ont des blessures. Il y a beaucoup de gens qui pleurent encore, ne sachant pas où est le corps de son défunt mari, où est le corps de son enfant, où est vraiment la disparition d'un tel, de sa famille. Qu'en est-il devenu? Donc il y a des gens qui ont des blessures et il y a des gens qui sont responsables de ces blessures. Et donc cela veut dire que vous ne pouvez pas quitter par exemple Kabila aujourd'hui, après avoir participé au massacre et peut-être participer à l'enlèvement de celui que ma voisine pleure, et puis venir dans l'opposition parce que vous sentez que maintenant rester avec Kabila ça devient dangereux. Et puis quand vous venez à l'opposition, tous ceux qui sont déjà des honorables dans cette opposition et qui sont peut-être des secrétaires généraux, qui sont peut-être des conseillers diplomatiques, hein, vous les dribblez parce que vous voulez maintenant devenir vous-même secrétaire général tout de suite. Mais qu'est-ce que vous... Et tous ceux qui étaient secrétaires généraux, quand vous étiez en train de tuer les leurs. Donc c'est ça que moi je dis stage. Vous revenez dans l'opposition, mais restez humble, puisque normalement vous devez afficher la volonté de défendre l'intérêt supérieur du pays, et non pas un positionnement, madame. Et donc, vous revenez dans l'opposition, oui, mais humblement, c'est-à-dire sans dribbler ceux qui ont des fonctions, qui ont permis que cette opposition tienne jusqu'au moment où vous trouvez cette opposition tout d'un coup intéressante. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, maintenant, lorsque vous me posez la question, monsieur, de non-violence, est-ce qu'il ne faut pas changer parfois de méthode? Ben, oui, la non-violence, d'ailleurs, ce n'est pas une nouveauté. Nous avons vu beaucoup de luttes de libération être gagnées par la méthode de la non-violence. Gandhi nous montre l'exemple. Nos parents aussi, c'était la non-violence. Hein? Même si à un moment donné, face à la répression du pouvoir dictatorial ou du pouvoir colonial, il faut avoir une discipline républicaine, organiser des boycotts, par exemple, par rapport à telle revendication, pour résister. Donc la non-violence ne veut pas dire la passivité. La non-violence, c'est tout simplement éviter de faire couler le sang. Mais tous les autres moyens sont des moyens démocratiques. Vous pouvez organiser des boycotts, vous pouvez faire très mal. Je vous cite même l'exemple que nous avons connu il y a quelques décennies aux États-Unis. Lorsque le révérend Martin Luther King était en train de mobiliser, de lever les masses populaires aux États-Unis pour que les droits civiques des Noirs soient respectés, nous avons quand même en souvenir, à un moment donné, ils ont décrété la grève des transports en commun. Donc tous les Noirs ne montaient pas dans les bus des transports en commun. Et en 3 jours, la situation a changé. Pourquoi? Parce qu'évidemment, la majorité de ceux qui prenaient les bus, c'était des Noirs.
Et à partir du moment où l'argent n'entrait plus dans les caisses, vous avez touché le cœur même de l'intérêt de l'homme blanc. Et à ce moment-là, vous étiez non-violent, mais en même temps, vous étiez fort. Et vous étiez aussi violent, mais dans la non-violence, vous voyez. Donc, il y a des méthodes, mais ça veut dire aussi de la discipline. Parce que quand le révérend King a demandé à la communauté noire de ne pas prendre les bus, tout le monde a obéi, parce que tout le monde défendait la même cause, tout le monde avait la même vision. Alors, est-ce que nous sommes capables de respecter aussi les mots d'ordre lorsque c'est donné par les leaders de l'opposition? C'est là tout l'enjeu, voyez-vous. Donc, je crois que la non-violence, c'est très efficace, mais il faut adjoindre à cette non-violence la discipline, la rigueur et la vision. Alors, madame, vous êtes servante de Dieu, avez-vous dit? Et que nous avons trahi à but de pouvoir. Oui, nous avons trahi. Nous avons trahi Dieu et nous avons trahi nos ancêtres. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, nous n'avons pas le temps d'évoquer toutes les ramifications des conséquences spirituelles, métaphysiques, philosophiques, comme vous avez posé la question tout à l'heure, de tous ces éléments-là dans notre communauté nationale. Mais oui, nous avons trahi notre conscience, nous avons trahi notre identité nationale pour nous livrer à une légèreté qui aujourd'hui nous place dans cette situation de déliquescence que traverse notre pays. Et donc oui, la repentance est indispensable, mais je pense que nous ne devons pas banaliser non plus nos paroles, parce que évidemment il y a des paroles qui sauvent, mais il y a aussi des paroles qui tuent. Et donc nous devrons peut-être maintenant nous entraîner à prononcer plus des paroles qui sauvent, parce que notre salut viendra aussi de cette discipline-là. Alors, moi je ne suis pas de ceux qui vont encourager les gens à passer toute une journée dans des églises, parce que Dieu demande aux hommes de travailler pour gagner son pain. Et donc, il y a aussi des réformes que nous devrons introduire demain, parce que une population qui va tout le temps dans les églises, forcément, c'est une population qui a oublié l'essence même de ce que Dieu a voulu pour son bien-être, c'est-à-dire gagner son pain et gagner sa dignité par le travail. Et aux hommes politiques de mettre en place des programmes adaptés pour qu'évidemment demain l'investisseur revienne en toute confiance, parce qu'il y aura une justice restaurée, une justice indépendante, mais que l'investisseur aussi vienne pour créer des emplois et que nous-mêmes, opérateurs économiques congolais, nous ayons confiance en nous-mêmes pour ne pas envoyer notre argent à Panama ou à Monaco, mais pour que nous puissions investir notre propre argent dans notre pays, de manière à ce que nous puissions créer, nous aussi, des emplois. Alors, vous parliez de division et de notre langage, l'unité. Mais madame, l'unité, c'est une question de volonté. Est-ce qu'on aime suffisamment notre pays? Je pense pouvoir dire oui, quand je vois que tout le peuple congolais et la diaspora nous a montré vraiment un magistral exemple en se levant comme un seul homme pour défendre notre pays, alors que les mots d'ordre n'avaient pas été donnés par les hommes politiques. Donc ça montre bien que la conscience populaire a atteint une maturité indéniable. Et donc cette unité-là, eh bien, il faut maintenant la canaliser. Mais il faut la canaliser justement dans une volonté de construire, et non pas dans une légèreté pour détruire, voyez-vous. Et donc moi je ne désespère pas, parce que nos communautés locales, nos collectivités locales ont toujours géré notre destin par rapport à l'unité, par rapport à la cohésion. Et je pense que ce sont des valeurs que nous devons absolument préserver et ne pas nous en faire lorsqu'on vient nous apporter des valeurs de l'Occident qui ne sont pas toujours adaptées aux nôtres. Nous devons au contraire maintenant revigorer nos propres valeurs, comme les Japonais l'ont fait. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Japonais ont repris leur culture tout en faisant la promotion de la démocratie. Et aujourd'hui, aucun occidental ne va au Japon en se disant « mais non, je vais entrer dans un dojo avec mes chaussures pleines de saleté ». Ils enlèvent les chaussures, ils gardent les chaussettes là où on peut garder les chaussettes. Pourquoi? Parce qu'on témoigne aussi le respect de la culture du pays qu'on visite. Et donc, il va falloir que nous atteignions aussi ce degré de respectabilité et d'honorabilité pour que l'étranger qui viendra chez nous puisse aussi nous reconnaître par cette identité-là. Parce que tant que tout cela vole en éclats, évidemment, les interférences arrivent, les annexions, les infiltrations et l'occupation battent leur plein. Alors,
dernière question, le départ de Kabila. J'ai dit, et je le redis encore une fois, Kabila, par la pression populaire, devra partir. Il a déjà compris qu'il doit partir. Hein. Sa visite au Vatican n'aura servi à rien, sinon que le pape lui a dit ce qu'il devait lui dire. Et donc, le Saint-Esprit ne lui fera pas de miracle, parce que s'il y a une communauté qui a besoin de miracles, c'est la communauté nationale congolaise. C'est de ce côté-là, maintenant, que le feu de l'Esprit Saint est en train, aujourd'hui, vraiment de brûler. Et donc, Kabila ne sera pas le dernier converti que la Bible va venir corriger en ajoutant un cas particulier au XXIe siècle. Non, il a tué, il aura à répondre des crimes qu'il a commis, et en commençant par l'explication pour la mort de Laurent Désiré Kabila, et puis après, il y aura les Katumba Mwenke, Samba Kaputo, Armand Tungulu, et voilà. Et donc, mon Dieu, il faudra qu'il demande peut-être, je ne sais pas quel secours, pour qu'il puisse subir cet interrogatoire-là. Mais il répondra de ses crimes, comme tous les autres d'ailleurs. Hein, Zoé, Jeannette, nous savons tous quelles sont les méthodes qui ont été utilisées pour tuer. Hein. L'ANR aujourd'hui, on nous a dit qu'on a déménagé l'ANR, une partie de l'ANR se trouve chez Jeannette. Bon, alors, ça veut dire quoi? Nos disparus, il faudrait peut-être aussi aller voir dans les caves de Jeannette Kabila pour comprendre. Donc, mon Dieu, ils partiront parce qu'ils ne sont pas congolais. Merci beaucoup, nous sommes à la fin. Okay. Je vois, on a applaudi, on peut applaudir pour l'intervention. Nous sommes à la fin, c'était Justine Poyo Kassavoubou, partout où vous êtes. Vous pouvez aussi participer, c'est micro du pasteur Bobo, on dit meilleure émission politique de la diaspora congolaise, c'est confirmé. À Kin, on le suit de partout, que ce soit Japon, Chine, partout, même à Kigali. On le suit. C'était le micro du pasteur Bobo. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci à tous. Merci, pasteur Bobo. Merci.